En tout cas, c'est bizarre de revenir ici à Nantes. En fait, c'est la première ville où je suis parti, j'ai commencé à étudier. Et peut-être que certains d'entre vous y étaient aussi, c'est le lycée Clémenceau, à côté de la gare là-bas. Moi, j'étais en classe préparatoire en BCPST, donc c'est tout ce qui est biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Donc c'est une base scientifique assez large qui m'a ensuite permis de rentrer dans une grande école qui est à l'ENS de Lyon, en sciences de la Terre. Puis après, j'ai fait un Erasmus dans une autre grande école, à Polytechnique en Suisse, et je me suis spécialisé en climatologie. Et qu'est-ce que j'ai fait après ce grand parcours scolaire? J'ai vécu dans les bois. En fait, c'est un parcours assez typique que beaucoup d'ici ont. En fait, c'est une classe préparatoire, après faire une grande école comme ici à Centrale, puis ensuite après faire un boulot d'ingénieur. Mais je trouve que ce chemin-là, il est trop contraint. On ne va pas voir ailleurs est-ce que d'autres personnes réussissent leur vie, comme on dit, peut-être plus simplement, plus naturellement, parce que les choix qu'on avait après le bac, c'était quoi? C'était juste des cases qu'on cochait sur un site en ligne, admission post-bac. Mais j'ai cherché, je n'avais pas trouvé la petite croix nature, elle n'existait pas. En fait, ces chemins-là, en fait, on en a peur, et on se réfère à un chemin qui est connu et même qui est reconnu. Et en fait, ces chemins, ces autres alternatives, elles sont peut-être mal vues, parce que peut-être trop simples, trop naturelles par rapport à peut-être un parcours d'ingénieur qui est censé avoir un parcours plus complexe, avoir un plus haut degré d'études. Et tous ces exemples-là que je vous donne, c'est vraiment qu'un exemple sur le parcours scolaire, mais si vous réfléchissez un petit peu sur d'autres choses de proches de vous, en fait, c'est toujours pas la même chose. En fait, on se conforme, on se normalise. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. Et là, je vais revenir justement au sujet de ce TEDx, qui est Tear down these walls. C'est briser les murs qui vous entourent, parce que des salles de cours, je suis arrivé en pleine nature, dans les Pyrénées, à vivre au grand air. Au grand air, c'était le cas parce que quand je suis arrivé en début avril, il y avait plus d'1 mètre de neige et il faisait froid. Et essayez de vous imaginer, quand vous arrivez dans une cabane comme ça, qui est vraiment très sale, qui est dégueulasse, il y a plein de détritus partout, il y a des crottes de souris, le toit il fuit, donc il y a des gouttes d'eau qui tombent, qui vous mouillent les affaires, la cheminée qui fume, donc ça chauffe même pas et ça vous pique les yeux, les températures qui dépassent pas les 4-5 degrés en journée, donc c'est comme si vous viviez dans votre frigo, ça pendant 2 mois. Et là je me demande, qu'est-ce que je fous là? Non, mais c'est vrai, j'avais fait un beau parcours et qu'est-ce que je viens de faire dans cette cabane perdue au milieu des Pyrénées? Et ça, en fait, c'est quelque chose dont je suis pas rassuré, j'en ai peur, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose dont je connais pas. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants l'ont fait. Donc j'arrive ici, et après je vais faire un petit flashback aussi dans mon projet, en fait, je vais montrer un peu ce que j'ai fait. Moi je suis étudiant, je fais de la recherche en climatologie, et avant de faire un doctorat, avant de m'engager vraiment vers la science, j'ai envie de vivre un peu différemment, voir un peu quelles sont les alternatives dans ma vie, comment est-ce que je peux vivre d'une autre manière, avant d'être vraiment sûr de continuer vers la recherche. Donc je prends quand même quelques précautions avec mon école, c'est-à-dire que je prends une césure, je signe un contrat, pour m'autoriser à rester pendant 1 an, faire à peu près ce que je veux, pour tester d'autres modes de vie. Donc en fait, après au fur d'échanges, de personnes que je rencontre, etc., je trouve une petite cabane, celle-ci, sur la droite, qui n'est pas encore rénovée, dans les Pyrénées, en Ariège. Et j'aime beaucoup l'endroit, et en fait, je demande directement après au maire à qui appartient la cabane, ça appartient au village, je leur demande, est-ce que je peux venir et rénover votre cabane bénévolement? Bon, il m'a dit oui. En même temps, ça les arrangeait bien, parce qu'en fait, ça évitait que leur cabane tombe en ruine. Ça a arrangé aussi les randonneurs, parce que eux, des fois, ils dormaient dedans quand il y avait des gros orages, parce qu'il y a un GR qui passe pas très loin. Et moi aussi, c'était mon projet. Ce que je voulais, c'est avoir une expérience de la solitude, vraiment me recentrer sur moi-même, avoir aussi une certaine autonomie par rapport à la société, qui se veut de plus en plus dépendante. Et bon, j'arrive à la cabane, mais rénover une cabane, moi je sais pas faire, c'est pas mon métier.
Moi, je sais comment régler les spectromètres de masse pour mesurer les différences d'isotopes entre de l'oxygène, remonter à des paléotempératures il y a 20 000 ans. C'est cool, hein. Franchement, moi je trouve ça stylé, mais ça va pas m'aider à faire des enduits sur les murs. Donc je vais apprendre différemment, autre qu'en fait que ce qu'on m'avait appris à l'école. Donc je regarde dans des bouquins comment est-ce que les gens faisaient auparavant. Je regarde des chantiers participatifs, je demande à des amis qui me présentent un peu quelques techniques qu'ils avaient apprises. Et donc je ne vais pas tout énumérer, mais en fait je vais montrer 2-3 trucs. Par exemple, j'ai creusé de l'argile dans le sol pour après mélanger avec de la paille, du sable et de la chaux pour refaire les enduits sur les murs. Et donc c'était quand même plus agréable, mieux que le vieux ciment qu'il y avait, moins ça respire, etc. J'ai aussi fait un toit végétal, donc en fait là au moins c'était imperméable, c'était aussi isolant, et c'est quand même plus agréable à voir que la vieille tôle qu'il y avait auparavant. J'ai aussi fait le mobilier sur place. En fait, j'ai pas vraiment d'électricité, donc ce que je faisais en fait, je faisais vraiment un peu à l'ancienne. Donc j'avais ma hache, je coupais l'arbre. Après, il fallait le transporter depuis la forêt jusqu'à la cabane. Donc soit je le trimballais à l'épaule, autrement je le tirais avec des sangles. Après, il fallait encore écorcer l'arbre avec la plane, il fallait raboter le bois, il fallait faire des entailles avec le ciseau à bois, faire des découpes à la scie, faire des trous à la tarière. Et donc, j'ai réussi à faire des bancs, des chaises, des tables, des étagères, des lits superposés pour les randonneurs. Donc en fait, j'avais vraiment appris à apprendre différemment de ce qu'on m'avait enseigné dans le passé. Je faisais pas que apprendre, j'essayais de partager ce que je faisais. Donc en fait, je filmais la vie que je menais sur place et je mettais après des épisodes sur YouTube. Et pour ceux qui se demandent, ils ont le droit de se demander comment je faisais ce que je faisais, parce que j'avais aucun réseau à la cabane, j'avais rien du tout, j'étais isolé. Mais en fait, je marchais une demi-heure dans la montagne, et après une petite demi-heure de marche, il y avait une station de ski qui était fermée, mais ils me prêtaient une connexion pour mettre en ligne mes épisodes et montrer aux gens comment ce que je faisais pour vivre. Donc je faisais pas que apprendre et partager différemment, je me nourrissais différemment aussi, parce que le plus proche du village était à 5 heures de marche dans la vallée, puis après 6 heures de marche pour remonter, donc il ne fallait pas oublier le pain. Et donc j'avais pris des graines et j'avais commencé à faire un potager. J'avais aussi quelques poules pour faire des œufs, faire un peu d'élevage. Et donc en fait, avec des techniques de permaculture qui étaient un peu nouvelles, de l'élevage et des plantes sauvages, j'arrivais à me nourrir dans la montagne. Bon, pas non plus 100%, parce que tous les mois, même tous les 2 mois, après j'allais dans le village pour acheter un peu de farine, d'huile, de sucre, enfin des choses que je pouvais difficilement faire pousser en altitude. Et j'ai quand même réussi à avoir des légumes parce que j'ai mangé des tomates tous les jours entre août et septembre. Et ça, c'était quelque chose qui était assez cool. Franchement, j'avoue, j'y croyais pas trop au début, mais si j'avais pas essayé, j'aurais jamais su. Donc j'avais une alimentation qui était bio, qui était locale, qui était pleine de vitamines, et tout le contraire de ce qu'on voit dans les supermarchés. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on nous montre on nous fait croire que c'est un seul moyen de s'alimenter, alors que non, il y en a plusieurs. Pareil aussi pour la consommation, on nous fait croire qu'il y a différents modes, faut toujours consommer, toujours acheter, toujours jeter, alors que non, il y a peut-être d'autres possibilités. Moi, j'ai fait des vœux de décroissance. Bon, c'était un petit peu extrême, parce que vraiment, je devais aller chercher l'eau à la source, je devais cultiver mon potager, je produisais un petit peu d'électricité pour pouvoir m'éclairer, je construisais mon mobilier sur place, je réparais mes affaires, et de toute façon, si j'avais un caleçon qui était troué, j'allais pas le jeter, parce que c'était le seul que j'avais là-bas. Donc en fait, là-bas, j'avais vraiment réussi à vivre dans la nature, à consommer presque rien, mais il y avait une chose qui me manquait. C'était les sciences. Parce que j'aime beaucoup la recherche, et donc en fait, j'ai contacté une équipe de CNRS à Toulouse pour faire de la recherche sur le plateau. Donc je proposais, est-ce que je peux faire quelque chose vraiment de recherche sur la montagne? Et coup de bol, en fait, il y avait une équipe de géologie qui travaillait sur le plateau où j'étais. Donc en fait, ensemble, on a fait un peu de prospection, on a fait de l'échantillonnage, on a fait vraiment du terrain ensemble pour comprendre pourquoi il y avait des plateaux qui se formaient en altitude. Bon, c'était un peu des sujets de géomorphologie, la recherche fondamentale, et ça me plaisait vraiment. Donc en fait, j'avais réussi à vivre dans la cabane, à étudier depuis la cabane, à vivre dans la nature, à consommer presque rien et à être heureux. C'est pas génial ça? Mais quand on sort un peu des droits chemins,
Ça plaît pas forcément à tout le monde. J'étais rappelé par mon école qui ne voulait pas que je reste ici. En fait, à partir de 7 mois, ils m'ont dit de rentrer à Lyon. C'était pas ce qui était prévu. Moi, j'avais signé un contrat avec eux qui me disait que je pouvais rester 1 an. Moi, je voulais rester jusqu'à décembre, passer 9 mois là-bas. Mais en fait, non, ils m'ont menacé même de me désinscrire de l'école. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont désinscrit de l'école. Et bon, ça, c'était pas prévu. Je voulais vraiment rester davantage de temps. Et même si après, je voulais quand même un jour revenir vers la civilisation, et ça, ils m'ont vraiment coupé dans mon élan, ils m'ont coupé dans mon projet. Ça m'a terriblement frustré de revenir si tôt à la civilisation. Et du coup, j'ai dû revenir quand même, j'ai pas pu rester dans la cabane. Tout ça à cause de quoi? À cause de paperasse qui était non conforme à ce qu'ils voulaient. Puis bon, un chercheur qui vit dans les bois, ça s'est jamais vu et ça ne se fera jamais. Attention, ça c'est interdit. Faites pas ça chez vous. Mais du coup, c'est tant qu'une majorité n'acceptera pas les différences des modes de vie qui sont différents, que ces vies en fait, sont toujours considérées comme restreintes et mises à l'écart. C'est le poids de la société qui pèsera toujours à nos yeux et on sera toujours différent. Alors que justement, la différence, c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut penser différemment, il faut apprendre différemment, il faut consommer différemment, il faut vivre différemment. Ouais, je vous demandais en fait ici, vraiment, vous, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et même si ça ne se fait pas, faites-le, osez. Créez votre parcours qui soit unique et valorisez-le en tant que tel. Et je vais juste finir par une citation de Henri David Thoreau, qui est un philosophe, écrivain, poète, qui s'est retiré du monde de la société au XIXe siècle pour vivre dans les bois, qui est maintenant un des fondateurs de l'écologie, qui a dit « Je suis parti vivre dans les bois, me confronter aux faits simples de la vie, et ne pas découvrir le jour de ma mort que je n'ai pas vécu. » Merci.